La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto, vente et financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques à partir de 50 $ par semaine. Silence on roule a maintenant sa page Facebook. Allez faire un tour. Les bornes de recharge ailleurs qu'au Québec, comment ça fonctionne? On vous donne de l'information. Tesla aura des superchargeurs de 250 kW. 10 véhicules électriques sur le marché d'ici 2025 pour Toyota. Et qui l'eût cru, Mazda aura un véhicule 100% électrique. L'AVEQ se joint au groupe de travail sur l'électrification des transports du gouvernement du Québec. On parle avec un heureux propriétaire de BMW i3. Dans la chronique Rouler vert avec Stéphane Levert, on parle du programme de jumelage. Tout ça et bien plus encore dans ce 59e épisode de Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec joie et plaisir que j'anime ce podcast dédié 100% aux voitures électriques. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon 2 semaines et puis que vous profitez de la belle température. On ne l'aura pas volé. On a maintenant des températures qui sont... mon Dieu, normal, quasi normal. Donc, on a quitté l'hiver qui s'est étiré jusqu'au mois de juin ou presque. Donc, profitez-en. Ça passe trop vite au Québec, à tout de moins, là, pour les gens qui nous écoutent de l'extérieur. L'été, le temps chaud au Québec, ça ne dure pas très longtemps. On parle de gens qui nous écoutent de l'extérieur. Je regardais dernièrement les statistiques d'écoute. C'est difficile pour moi d'avoir des statistiques intégrées, je l'ai déjà dit, mais on est diffusé sur tellement de plateformes que ça rend les choses un peu difficiles. Par contre, sur l'un des serveurs qui diffuse entre autres nos balados sur Apple, donc le serveur de iTunes ou Apple Podcast, je suis capable de voir les statistiques donc de où sont écoutés nos podcasts et je me rends compte qu'on a de plus en plus de gens qui nous écoutent ailleurs qu'au Québec, en Europe, incidemment, en France, en Suisse, en Belgique, au Luxembourg, en Afrique, la portion francophone de l'Afrique, probablement l'Afrique du Nord et puis certaines régions de l'Afrique de l'Ouest où on a des populations francophones. Donc, à vous tous qui êtes hors Québec, j'inclus même nos amis canadiens à l'extérieur du Québec. Merci de nous écouter. Et puis, si vous avez le temps, lâchez-moi un petit coucou, martin@aveq.ca. Vous pouvez m'écrire là et puis me dire que vous êtes à l'extérieur du Québec et que vous m'écoutez. Ou encore, si vous êtes vous nous écoutez via d'autres plateformes, vous pouvez m'écrire également via Facebook. J'en profite pour vous dire qu'on a une page web Silence on roule sur Facebook. Donc, vous pouvez maintenant taper là, dans Facebook Silence on roule ou vous connecter à www.facebook.com/Silence on roule. Vous allez tomber sur notre page et puis cliquez le j'aime pour devenir membre de notre page et puis vous pourrez ainsi nous suivre via la page Facebook. Pourquoi je vous en parle, c'est qu'à l'occasion, je vais poster sur la page des choses qui vont être exclusives, que ce soit des photos, de l'information sur les podcasts à venir et voire même, là, je travaille tranquillement pas vite, être capable de vous publier également certains extraits qui ne seront pas publiés dans la balado, mais que je vais décider de vous rendre disponible via Facebook. Donc, abonnez-vous à notre page pour avoir les dernières informations sur le podcast et sur nos nouveautés. Au moment d'enregistrer, il y a actuellement 69 personnes qui se sont abonnées à la page. Donc, ça serait vraiment le fun si suite à la parution du podcast, là, on avait un petit boom, une petite augmentation des abonnés. Donc, si vous n'êtes pas abonné, allez faire un tour là, puis cliquez sur j'aime de façon à vous abonner à la page. De toute façon, c'est la meilleure façon de rester informé et d'avoir les dernières nouvelles. Avant d'aller aux actualités dans le monde de l'électromobilité, j'en profite. On n'est quand même pas rendu aux vacances d'été, mais presque, et plusieurs personnes sont à planifier leurs vacances. Il y a des questions qui reviennent souvent, à savoir comment fonctionnent les bornes de recharge ailleurs qu'au Québec. On a beaucoup d'informations sur le site de l'AVEQ. Je vous incite à aller donc à aveq.ca. Dans le menu, vous allez choisir Guide.
Dans Guide, vous avez de l'information sur les bornes de recharge. Donc, ça va être écrit bornes de recharge. Et là, vous avez réseau de bornes. Et pourquoi je vous amène sur cette page-là, c'est qu'il y a beaucoup d'informations sur comment fonctionnent les réseaux de bornes de recharge au Québec. Donc, le circuit électrique, Flow, le réseau Heavy Duty, etc. Mais on parle également de comment fonctionnent les bornes en Ontario, dans les maritimes, aux États-Unis. Donc, il y a différents réseaux là-bas, maritimes et puis Ontario, le réseau Flow, il y a beaucoup de bornes, circuit électrique aussi, donc vous pouvez utiliser. Il y a d'autres réseaux disponibles, mais aux États-Unis, ça ne fonctionne pas. C'est d'autres réseaux qui fonctionnent soit avec abonnement ou avec carte de crédit. Vous avez de l'information là qui peut vous être utile. Donc, je vous incite à aller faire un petit tour si jamais vous planifiez un voyage ailleurs qu'au Québec et puis que vous voulez avoir l'information sur comment on va faire pour se charger une fois rendu là-bas. Je pense que vous allez trouver à ces endroits-là l'information dont vous avez besoin. Alors, sans plus tarder, on écoute les actualités dans le monde de l'électromobilité. La compagnie Tesla a rendu disponible à sa clientèle des superchargeurs de 250 kW à son usine de Fremont en Californie. Ceci représente une autonomie de 290 km en aussi peu que 15 minutes. Bien sûr, c'est un premier pas et principalement parce qu'il ne fonctionne efficacement qu'avec le modèle 3 pour l'instant et uniquement pour les clients se trouvant à portée des 8 superchargeurs de Fremont. La société avait mis les superchargeurs à la disposition de certains propriétaires de Tesla lors d'un programme Early Access en mars. Mais elle a permis vendredi à tous les propriétaires de Tesla de les utiliser. Espérons que ce type de chargeur sera rendu disponible pour tous les propriétaires de Tesla 3 dans le monde d'ici peu. La compagnie Toyota accélère le développement de la voiture électrique. Tiens donc, laisserait-on tomber l'hydrogène? Et 10 véhicules électriques seront sur le marché d'ici 2025. Dans un discours de Shinji Terashi, chef du groupe motopropulseur de Toyota, ce dernier a présenté les plans révisés de la société en matière de véhicules électriques. Dans le cadre de son nouveau calendrier accéléré, la société envisage maintenant de lancer 10 véhicules électriques sur le marché mondial très prochainement. La semaine dernière, Toyota et Subaru ont confirmé qu'ils développaient conjointement une nouvelle architecture pour véhicules électriques sous le nom de eTNGA et elle aura la flexibilité de supporter les véhicules de moyenne et grande taille dotés d'une configuration à traction avant et arrière et la traction intégrale. Toyota et Subaru développent également un multisegment de taille moyenne sur cette plateforme. Toyota a maintenant confirmé son intérêt pour le développement d'un grand multisegment ainsi que d'un VUS d'une batterie de taille moyenne sur la plateforme eTNGA. Travailler avec d'autres constructeurs aidera Toyota à accélérer son développement et à répartir les coûts de développement et ainsi réduire les risques. Selon le magazine Inside EV, c'est 110 886 véhicules hybrides et 100% électriques qui ont été vendus aux États-Unis cette année jusqu'à la fin du mois de mai. C'est plus que les 99 226 voitures rechargeables vendues au cours de la même période en 2018. Mais on parle partout d'une goutte dans un verre d'eau si on compare au record de vente des véhicules neufs qui représenterait plus de 4,7 millions d'unités à ce jour. L'installation récente de plus de 120 stations de recharge rapide dans le stationnement des Walmart à travers l'Amérique est un élément qui pourrait contribuer à susciter l'intérêt à court terme pour les véhicules électriques et peut-être même d'accroître les ventes. Ces nouvelles bornes seront intégrées au réseau Electrify America et seront installés dans 34 États américains. La plupart des bornes de recharge seront disponibles à l'écart des principales autoroutes pour faciliter les déplacements entre les États-Unis et les différents États américains et on veut ainsi développer un réseau similaire au réseau Supercharger de Tesla. Electrify America a annoncé le développement d'un réseau de stations de bornes de recharge à des distances de moins de 190 km entre elles et les dispositions de ces dernières seront sur les principales autoroutes de la côte Est et Ouest à une distance de 110 km en moyenne. Petite nouvelle très courte qui pourrait vous faire sourire. Afin de respecter les nouvelles normes d'émission qui entreront en vigueur en Europe en 2021, Mazda compte non seulement sur son nouveau moteur Skyactiv X, mais aussi sur le lancement d'un véhicule 100% électrique dès l'an prochain, ainsi que d'un modèle hybride rechargeable en 2021 ou 2022. Est-ce que nous l'aurons en Amérique et au Canada? Eh bien ça reste à voir.
C'est avec fierté que l'Association des véhicules électriques du Québec a accepté de se joindre au groupe de travail sur l'électrification des transports qu'a annoncé le ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, M. Benoît Charest, dans le cadre de l'élaboration du plan d'électrification et de changement climatique pour 2020-2030. Ce groupe de travail est composé de 4 organismes influents, dont Propulsion Québec et l'Institut du véhicule innovant, afin de permettre à ceux-ci de contribuer à la réflexion gouvernementale amorcée sur les enjeux liés à la mobilité durable et à la filiale électromobilité qui continue son expansion dans la province. En tout, il y aura 5 groupes de travail qui seront composés de plus d'une 60aine d'experts et de représentants de la société civile, avec qui collaboreront les représentants du gouvernement. Les groupes auront jusqu'en novembre prochain pour faire part de leurs recommandations et identifier les actions qu'ils jugent prioritaires pour atteindre les objectifs fixés par le premier ministre. Ils seront aussi appelés à commenter et à mesurer l'applicabilité des diverses mesures proposées par le gouvernement. Vous êtes intéressé à faire le saut pour une voiture électrique? Vous considérez choisir une voiture d'occasion? Rendez-vous chez JN Auto. Avec plus de 35 modèles presque neufs en stock, c'est définitivement le chef de file lorsque vient le temps de vous procurer un véhicule électrique. En plus des prix déjà très compétitifs, JN Auto offre un rabais exclusif aux membres hors de l'Association des véhicules électriques du Québec. Une réduction supplémentaire de 299 $ plus taxes sur le prix affiché au financement d'un véhicule entièrement électrique ou hybride rechargeable. Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com. Téléphonez-nous au 1-888-821-3084 ou rendez-vous directement en succursale au 317 route 116 à Richmond, en Estrie. JN Auto, choix, qualité et service après-vente irréprochable depuis 35 ans. Alors, je suis présentement en compagnie de M. Michel Picard, qui est un heureux propriétaire d'une BMW i3. Bonjour, M. Picard. Bonjour, Martin. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Ça fait un petit bout de temps qu'on voulait la faire, celle-là, parce que c'est un véhicule qui suscite quand même, malgré le fait que ça fait plusieurs années que le modèle existe, encore beaucoup d'intérêt de par sa particularité et ses éléments un peu plus spéciaux. Je pense que c'est un véhicule qui attire l'attention. On parle de la BMW i3. Avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est pas votre premier véhicule électrique, donc vous avez de l'expérience dans le domaine de la voiture électrique. Là. Oui, c'est exact. En fait, mon épouse avait une Toyota Prius plug-in dans sa première version avec un gros 20 km d'autonomie. Elle arrivait quand même à faire à peu près le 3/4 de ses trajets en mode purement électrique. Et puis, c'était aussi le véhicule qu'on utilisait pour faire les longs voyages en vacances, si on voulait aller en Gaspésie ou dans des endroits éloignés. C'était le véhicule favori. Moi, de mon côté, j'avais une Leaf 2015 SV, qui est une 24 kW, comme tu sais. Et puis, à un moment donné, on a commencé à calculer nos affaires, puis on s'est dit, oui, c'est vrai, premièrement, tout le monde voulait prendre la voiture électrique, la Leaf, ne serait-ce que parce que c'est pas mal plus vif, un véhicule électrique, qu'un véhicule plug-in comme la Prius, que pour avoir de l'accélération, il fallait mettre le pied au plancher, puis ça faisait beaucoup plus de bruit que ça donnait d'accélération. Alors, on se gâte vite aux véhicules qui sont vraiment propulsés avec des moteurs électriques. Et puis, là, il y avait évidemment la question de coût. C'est 2 fois les assurances, c'est 2 fois les plaques, etc. Puis, on s'apercevait que, finalement, on prenait toujours un des 2 véhicules, puis c'est moi qui conduis en général. Donc, on a dit, OK, on se défait d'au moins un véhicule. Là, ma plus jeune m'est arrivée, puis elle a dit, non, moi, je veux la Leaf. Bon, j'ai OK, mais là, de toute façon, la Leaf, comme véhicule unique, on trouvait que c'était peut-être un petit peu court pour les grands voyages. 24 kW, on faisait 120 km à peu près la plupart du temps. Puis, on ne voulait pas mettre de gaz dans la Prius. Donc, on s'est débarrassé des 2 voitures. Et puis, on a regardé à ce moment-là ce qui nous était offert. Il y avait le modèle 3 qui n'était pas encore disponible. Il y avait la Bolt qui n'en avait pas en magasin. On n'avait pas de retour d'appel les concessionnaires. Finalement, on a abouti chez BMW. On a essayé la i3, puis c'est elle qui a remporté le match, disons.
OK. Donc, je comprends parce que chez la BMW, comme la Volkswagen, je dirais, c'est peut-être propre aux Allemandes. Il y a une culture, là, les gens qui aiment les BM essaient de rester dans les BM, dans les Vaux, essaient de rester dans les Vaux. Vous, c'était pas une question que vous étiez un fan de BMW puis vous avez migré d'une BMW à essence pour une électrique. Là, c'est votre première BMW, finalement. C'est ma première BMW et ça m'a posé un certain temps un problème. Parce que quand je suis rentré chez BMW, j'avais vraiment l'impression de faire tâche dans le paysage, là. Je ne suis pas une personne qui est attachée au luxe. Je suis une personne qui répare mes appareils chez moi, qui fait tout. J'ai construit ma maison. Je ne suis pas le genre à flasher. Ça me dérangeait un peu que ce soit une BMW. Alors, ce qui a fait la différence, finalement, c'est les caractéristiques qui sont propres à ce véhicule-là, qui est vraiment un véhicule tout électrique. Et en option, on peut avoir ce qu'on appelle un prolongateur d'autonomie qui est complètement détaché de la voiture. C'est pas comme certains autres véhicules où le moteur est toujours embrayé sur la transmission et le moteur électrique aussi. C'est vraiment des pièces en fait, on pourrait sortir la génératrice, la mettre à côté de la voiture et puis la voiture fonctionnerait quand même. Alors, c'est vraiment que comme l'autonomie, on parle de 33 kW, en été, j'ai facilement 200 km. C'est rare que je vais à plus que 100 km de chez moi. Et maintenant, les bornes sont beaucoup plus disponibles qu'en 2015, quand on a eu nos premières voitures. Alors, on arrive maintenant à faire quasiment 100% de notre kilométrage en mode électrique. Du moins, à part des vacances, disons, là, ou quand je vais faire du ski au Mont-Sainte-Anne ou des places comme ça, généralement, la génératrice, j'en ai pas de besoin. Mais la beauté de la chose, c'est qu'on n'a pas besoin de garder cette espèce de petite gêne avec l'autonomie. À un moment donné, tu arrives à une borne, tu te dis, j'arrête-tu ici ou je vais à la prochaine? Puis là, tu regardes ton approximètre, puis tu te dis, ouais, je joue avec le feu si je vais à l'autre. Fait que tu vas à la première, tu arrives là, puis il y a 2 voitures de stationnées devant la borne. On a entendu beaucoup d'histoires sur les astinages aux bornes, à savoir quand est-ce que tu devais ou tu devais pas céder ta place. C'est pas tout le monde qui voit ça de la même manière. Il y a du monde, ils se connectent, ils s'en vont, puis les autres, ça les intéresse pas. Ça me tente pas de me chicaner avec personne. Alors, la beauté avec la génératrice, c'est que si la borne est occupée, si la borne est défectueuse, si la souffleuse a mangé le fil, n'importe quelle raison, tu continues ton chemin, puis au pire aller, tu arrêtes dans une station-service, puis tu fais ajouter un petit peu d'essence. Bien sûr. Et là, pour le bénéfice de nos auditeurs qui connaissent un peu moins bien le modèle de BMW i3, et là, on parle du module REX, là, le Range Extender, le prolongateur d'autonomie à essence. Quelle est l'autonomie du véhicule juste à l'électricité sans que le prolongateur embarque? Puis une fois que le prolongateur embarque, il peut nous redonner quelle autonomie supplémentaire à essence avant de faire le plein d'essence, évidemment? OK. Alors, si on parle du mode purement électrique, les pires conditions que j'ai eues, c'est au mois de janvier cette année où je suis allé à Petite-Rivière-Saint-François. J'ai fait 125 km avec la voiture par moins 25 degrés. Et puis, en été, on a facilement 200 km. Après ça, quand on parle du REX, on parle d'à peu près 80 km de plus sur l'essence avant d'être obligé d'en ajouter en hiver. Puis l'été, ça va à peu près à 125. OK. Donc, mettons qu'on fait une moyenne de 100 km, ça veut dire que plus la batterie vide, on peut se promener de station-service à station-service puis faire des 100 km de plus à chaque fois qu'on fait le plein, finalement. Tout à fait. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que moi, je l'utilise vraiment comme une bouée de secours, en ce sens que je ne suis pas le genre de personne qui va se faire 4 heures de voiture collée. Là. Mais mon sciatique veut pas me suivre. Alors, quand j'ai fait 1h30 en auto, dans n'importe quelle auto, il est temps que j'arrête, que j'aille prendre un café, que je me dérouille les jambes un peu. Donc, on arrête à une borne. Puis comme je vous disais, avec le REX, on a vraiment le choix d'arrêter là où on préfère, parce que le restaurant qui est à côté est meilleur ou tout simplement parce qu'on veut faire une étape exactement à mi-chemin. Bref, ça demande beaucoup moins de planification. Pour ce qui est de la manière que le réglage est fait au moment où on achète le véhicule, le REX va démarrer à 5 ou 6 % de batterie à peu près.
À ce moment-là, ça se fait de façon totalement transparente. D'ailleurs, la première fois qu'il est parti, je ne l'ai même pas entendu. J'arrivais à hauteur de Drummondville, puis à un moment donné, c'est juste en arrivant dans la sortie que je me suis rendu compte qu'il y avait un petit ronronnement. Puis là, ah ben oui, gardons ça, la machine est en marche. Mais comment dire, j'ai 22 000 kilomètres actuellement sur le véhicule en 16 mois. Et puis, j'ai mis 40 litres de carburant dans le véhicule, mais il en reste 8 là, dans le moment. Là. Donc, j'ai pris 32 litres de carburant pour faire 22 000 kilomètres. Fait que ça me donne à peu près 1,5 litre au 1000 kilomètres. Ouais. Pas au 100, au 1000. Alors, ouais. Mais évidemment, l'aspect essence, c'est important. Là. Les anciens véhicules, ça me coûtait 1 500, 1 600 $ de gaz par année pour faire mon 15 000 km annuel. Maintenant, on parle plutôt de 250 à 300 $ d'électricité. C'est vraiment très différent. Ouais, mais je te dirais que le plaisir de la conduite, c'est proprement hallucinant, l'accélération sur cette machine-là. Sur un coin de rue, là, il y a des gars avec des corvettes. Puis à un moment donné, tu es à côté, puis ça a l'air de rien. Une petite i3, là, on dirait un petit camion modèle réduit. Là, on dirait un Dinky Toy. Tu es à côté, puis le gars ne se méfie pas pantoute. Puis là, à un moment donné, tu fais juste pousser sur l'accélérateur. Puis là, tu vois la voiture sport qui rapetisse dans ton miroir. Puis là, le gars, à un moment donné, il se réveille, il part après toi. Là, mais c'est en ville, dans le trafic, tu n'as pas besoin de te soucier. Le gars à côté, il va-tu me laisser passer devant lui pour tourner à droite tantôt? C'est pas un problème. Regarde, pèse sur l'accélérateur, tu passes devant, puis tu fais ce que tu veux. Là. C'est vraiment plaisant. Oui. Juste pour qu'on comprenne bien, c'est pas une voiture hybride, hein? On parle là, qu'il y a de l'essence dedans parce qu'il y a une génératrice, le prolongateur d'autonomie, c'est une génératrice à essence qui redonne de l'électricité à la batterie pour être capable d'aller un peu plus loin, mais c'est pas une hybride comme la Prius, c'est une hybride, donc il n'y a pas une motorisation à essence dans le véhicule. Donc, c'est considéré comme un véhicule 100% électrique. D'ailleurs, la BMW i3, contrairement à la grande majorité des véhicules hybrides branchables, on peut la brancher à une borne de recharge rapide. Hein? On n'est pas limité aux recharges niveau 2. Ah non, effectivement. Et d'ailleurs, c'est une voiture qui recharge très rapidement. Sur les bornes rapides, généralement, moi, j'essaie de me présenter évidemment le plus bas possible parce qu'on sait qu'une batterie, ça fonctionne un peu comme des vases communicants. Plus la batterie est basse, plus l'ampérage va être important. Mais cette voiture-là, ce qui est fin, c'est que la batterie est thermorégulée. Donc, la température de la batterie est toujours idéale pour la décharge ou la recharge, selon le cas. Là. Et puis, quand on se présente à une borne, on va tirer le maximum de ce que la borne peut fournir, aller jusqu'à, dans mon cas, 87 % de recharge. C'est juste à partir de 87 % que là, ça baisse de façon significative, que la recharge ralentit. C'est pour ça qu'en général, quand on se présente à une borne, on arrive là à 6 %, qui est le minimum avant que le REX démarre. Et puis, on va monter jusqu'à 87. Puis ma moyenne là-dessus, c'est 28 minutes de recharge pour aller de 6 à 87. OK. Maintenant, j'ai des questions à vous poser parce que, bon, la plupart des gens qui s'intéressent aux autos électriques ont commencé à essayer ça, regarder ça, puis il y a des modèles plus populaires en termes de disponibilité, à tout de moins, donc c'est plus facile de les essayer. Mm-hmm. Les Chevrolet Bolt, maintenant, il y en a plus. Des Nissan Leaf, il y en a beaucoup. Des Volt, évidemment, c'est assez facile également à essayer. Vous avez eu une Leaf, donc vous pouvez comparer. Qu'est-ce qui vous a frappé en conduisant la BMW en termes de différence par rapport à ce que vous étiez habitué avec la Leaf, autant en positif qu'en négatif, à la limite, là, mais quelles sont les différences notables? OK. La i3 est un véhicule qui est plus coûteux que la Leaf en partant. C'est un véhicule aussi qui est... Bon, si vous achetez des jantes, vous ne pouvez pas avoir de jantes d'acier d'un tiers parti. Vous êtes obligé d'acheter des produits de BMW avec Bon, il y a un magasin aux États-Unis qui en fait pour les BMW. Il reste quand même que les jantes sont dispendieuses. Les pneus, pas beaucoup de choix et ils sont coûteux aussi.
Sinon, je vous dirais que l'habitacle est beaucoup mieux fini dans une i3 que dans une Leaf. Par contre, c'est un véhicule qui a un empattement beaucoup plus court et le rayon de braquage aussi est beaucoup plus court. C'est pas un véhicule pour faire de la grande route autant qu'on pourrait penser. Ça prend une certaine habitude puis une main très sûre parce que la moindre petite sollicitation au volant, le véhicule réagit tout de suite. Alors, c'est sûr qu'en milieu urbain, en milieu périurbain, c'est vraiment le véhicule idéal. Alors, les gens qui font du Montréal-Sainte-Julie là, pour aller travailler, là, c'est vraiment la machine parfaite pour ça. Pour le banlieusard qui va travailler en ville, c'est idéal. Tu as assez d'autonomie, fais l'aller-retour, même en hiver. Tu peux passer par la garderie, tu as de l'autonomie en masse. Puis si tu décides que tu vas plus loin que ça, ben tu prends le modèle avec le Rex si tu sais que tu as besoin éventuellement de plus d'autonomie. Ou si tu veux aller sur une borne de recharge rapide, tu ne resteras pas là longtemps. C'est un véhicule qui est parfait de ce point de vue-là. La Leaf, bien évidemment, moi, j'en étais... j'ai vendu la Leaf à ma fille, puis elle est bien contente, puis son chum s'en est acheté une aussi. C'est une excellente voiture, surtout maintenant avec les nouvelles versions en 40 kW, en 60 kW, 62, je crois, ils viennent de l'annoncer. J'ai reçu l'email tout à l'heure. Ça devient des véhicules qui sont intéressants. Ce qui me dérange encore un petit peu, c'est la notion que, avec une batterie de 62 kW, comme on a maintenant sur la prochaine Leaf, là, comment qu'ils l'ont appelé, la Leaf Plus. La E+, ouais. On a 62 kW, on a la même chose sur un Model 3, même chose sur la Bolt à 1 ou 2 kW près. C'est bien le fun tant que tu arrives à une borne et que tu donnes assez de lousse pour pallier l'inconvénient d'une borne occupée ou défectueuse. Ce que je dis souvent, moi, des gens qui ont des batteries de 60 kW par rapport à moi qui en a 33, c'est qu'eux autres, ils ont deux plans A. Moi, j'ai un plan A puis j'ai un plan B. Alors, je trouve que pour l'instant, tant que le réseau de bornes quadruple ne sera pas étendu très, très largement, je trouvais que c'était plus prudent d'avoir un plan A puis un plan B. Mais ça, c'est un truc qui m'est très personnel, disons. Là. Oui, bien, écoutez, en terminant, parce que tout n'est pas parfait, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, si je vous demandais en un mot me donner la plus grande qualité de la i3 et son plus grand défaut, ça serait quoi? OK. Alors, pour les avantages et inconvénients, je te parle en tant qu'ancien propriétaire de Leaf. J'avais été marqué par le fait que quand cette voiture-là est sortie dans les toutes premières années, on ne pouvait même pas avoir le petit pamphlet avec les photos de la voiture et tout, parce qu'on avait décidé, non, regarde, nous autres, on ne gaspille pas de papier pour faire de la promotion. On veut être vert au maximum. Et c'est une des choses qui m'a frappé chez BMW quand j'ai commencé à magasiner les voitures. L'usine où la voiture est construite fonctionne 100% avec de l'énergie renouvelable, qu'elle soit hydraulique ou avec des éoliennes. La voiture elle-même a été conçue dans une idée de réduire les impacts sur que ce soit l'énergie ou que ce soit les matériaux. Par exemple, l'intérieur de la voiture, il est fait avec de la bouteille recyclée et avec des végétaux à croissance rapide qui absorbent beaucoup de carbone pendant leur croissance. La voiture elle-même a été pensée pour réduire la quantité d'énergie qui est nécessaire à l'assembler, 2 fois plus que pour une voiture normale. En fait, 2 fois moins plutôt d'énergie qui est requise. Et puis, la voiture, une fois sa vie faite, il y a 95% de la voiture qui est recyclable. Puis ça, c'est sans parler l'éventuelle réutilisation de la batterie là, qui pourrait se faire, mettons, pour des capteurs solaires, ce genre de choses-là. On a passé par de 24, moi j'ai une 33 kW, les nouveaux modèles ont un peu plus de 40 kW. Je trouve que c'est une belle taille de batterie pour un véhicule, c'est-à-dire que ce n'est pas les batteries monstrueuses là, qui vont nous poser des problèmes éventuellement pour les ressources minérales. C'est pas non plus la petite batterie que tu as de la misère à te rendre à ton endroit. C'est, quant à moi, une version qui est, disons, un bon choix en termes d'économie ou d'écologie. Côté technologique, c'est une voiture qui est venue au monde électrique. C'est pas une voiture à essence qu'on a modifiée pour mettre dedans un battery pack et puis un moteur à essence.
La voiture a une batterie thermorégulée et elle est très rapide sur la recharge. On a toujours du côté écologique peu d'acier sur cette voiture-là. La voiture est faite en fibre de carbone, en aluminium, en polymère. On utilise du bois naturel. Et en fait, elle est bâtie comme un avion ou un petit vaisseau spatial. C'est une voiture qui ne rouille pas, peut-être sauf les freins à disque, là. En option, tu peux avoir le REX, le prolongateur d'énergie. Puis ça, c'est bien pratique pour ceux qui font de l'angoisse là, pour le manque d'électrons. On peut avoir une assurance que quand on se présente quelque part, s'il y a une file d'attente aux bornes de recharge, si tu as un auto-ventouse qui est collé sur la borne et qui ne part plus de là, tu as toujours l'opportunité de brûler un petit peu de gaz. C'est pas que j'en fasse une habitude. Dans mon cas, je suis à 24 000 kilos. J'ai 34 litres de consommé, c'est-à-dire c'est 1 litre et 1,4 litre pour 1000 km. Quelque chose d'intéressant aussi, la voiture est maintenant éligible au programme de subvention, ce qui n'était pas le cas au tout début. À cette heure. Côté design, c'est une voiture qui a une allure vraiment très, très, très différente. Quand je parlais de vaisseau spatial tantôt, là, c'est vraiment ça. Elle est luxueuse et puis quand tu la regardes, elle a l'air tout petite. Quand tu ouvres les portes, elle a l'air beaucoup plus grande. En fait, on dirait qu'elle est plus grande en dedans qu'en dehors. Les portes antagonistes, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Mais une chose est sûre, c'est que les fenêtres en arrière n'y ouvrent pas. Alors, si vous avez des enfants, peut-être que vous n'aimerez pas non plus. Il n'y a pas de possibilité tellement pour tout ce qui s'appelle les choses qui s'attachent après la voiture. Il faut comprendre que la voiture est en plastique ou en verre ou en aluminium. Il n'y a pas de support de toit. Moi, je m'arrange avec ce qu'on appelle un handy rack qui peut prendre 80 kilos. C'est des ballons qu'on souffle. Ça fait le travail, mais on s'entend que la courroie là, qui passe juste un petit peu au-dessus des yeux, ça peut être achalant si tu utilises ça sur une base régulière. Idem pour les attaches remorques, qu'on ne recommande pas chez BMW de toute manière. Il existe un système d'attache qui est toutefois assez coûteux, puis on devrait restreindre ça, je dirais, à des trucs assez légers comme des porte-vélos ou des petites remorques qu'on utilise de manière occasionnelle. Le choix des pneus est restreint. Il n'y a pas de jantes d'acier qui est disponible, donc il faut aller vers des jantes en aluminium. Il existe un endroit aux États-Unis qui s'appelle Tire Rack, qui sont moins chers que chez BMW. C'est une voiture qui est puissante. On parle de 170 à 184 chevaux, selon qu'on prend la i3 avec la version S qui est sport là, ou pas. Alors, c'est sûr que si tu aimes ça, décoller sur les coins de rue, ben ça coûte cher en gomme. À un moment donné, là, les pneus, ils s'usent. Ça peut devenir un inconvénient si tu t'excites un petit peu trop. C'est une voiture qui est très, très maniable en ville. Par contre, sur l'autoroute, ça ne prend pas grand-chose sur le volant pour changer de voie. Alors, ça demande un petit peu plus de contrôle. Écoutez, fait que je comprends bien, on ne regrette pas l'achat. Ah non, pas du tout. Ben, Michel Picard de la Rive-Sud de Montréal, heureux propriétaire d'une BMW i3. Merci beaucoup d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui. C'était un plaisir, Martin. Bonsoir. Merci. Rouler vert avec Stéphane Levert. Bonjour, mon nom est Stéphane Levert et bienvenue à ma 5e chronique Rouler vert. Pour cette chronique, j'ai décidé de vous parler de l'expérience que j'ai vécue il y a quelques semaines quand j'ai voulu tester le programme de jumelage que l'AVEC offre via son site web ou que vous pouvez accéder via l'adresse internet jumelage.ca. Dans l'épisode numéro 53 du podcast, Martin s'était justement entretenu avec l'initiateur du programme, François Villot, qui décrivait en détail le fonctionnement de ce programme. Pour ceux qui n'ont pas écouté cet épisode et qui ne le connaissent pas, il s'agit d'une plateforme qui permet de mettre en lien un propriétaire bénévole de véhicules électriques et une personne qui est en magasinage en prévision de l'acquisition future d'un véhicule électrique, on le souhaite. L'avantage étant qu'un propriétaire actuel n'est pas un vendeur, donc aucune pression et saura répondre à toutes les questions étant lui-même utilisateur du modèle précis que vous avez dans votre mire. Au dernier salon du véhicule électrique de Montréal, j'ai fait un essai à bord d'une Tesla Model 3, mais pas en tant que conducteur. J'ai donc décidé de faire une recherche d'un propriétaire d'une Model 3 dans ma région sur la plateforme de jumelage.
La communication s'est entièrement faite par courriel et le bénévole que j'ai trouvé près de chez moi, Pierre Champoux, m'a même offert de venir me rejoindre à mon domicile pour l'essai. Le jour de l'essai, Pierre est arrivé à l'heure entendue et nous avons d'abord fait un tour complet de la voiture. Vraiment spécial le coffre avant qu'ils appellent le Frank. Il a pris le temps de bien répondre à mes questions initiales sur la voiture. Il a même accepté que je place le banc de ma fille sur la banquette arrière pour vérifier l'espace disponible avec un banc d'enfant. Genre de détail qu'on oublie souvent lorsqu'on fait un essai dans un concessionnaire automobile. On a ensuite enchaîné avec la raison principale de notre rencontre, l'essai routier. Il m'a d'abord très bien expliqué les contrôles à bord qui sont relativement différents de toutes les voitures que j'avais déjà conduites dans ma vie. La grande majorité des contrôles se passent à l'écran. D'ailleurs, la convivialité et la fluidité de l'interface sont franchement remarquables. L'absence d'instruments ou de cadran derrière le volant a été déroutant un peu pendant les premières minutes, mais on s'habitue vite à la grande visibilité que ça offre. Pierre m'a même offert de conduire la voiture sur plusieurs types de routes, la route, la ville, l'autoroute, pendant tout le temps que je désirais. C'est vraiment impressionnant la puissance et l'accélération de cette voiture est capable de fournir. Sur une piste, ça doit être vraiment amusant. Je n'avais jamais essayé le fameux système autopilote. Et pour être honnête, j'étais même un peu sceptique de l'efficacité du système pour ce que j'en connaissais. Faut dire que je n'avais jamais conduit de Tesla avant ce jour. Mais Pierre m'a encouragé à l'essayer et j'ai été vraiment surpris de constater comment c'est efficace. De retour à la maison, j'ai de nouveau remercié Pierre d'avoir été si généreux de son temps pour l'essai et d'avoir répondu à mes nombreuses questions. Je profite de cette chronique pour de nouveau te remercier Pierre, si tu es à l'écoute de cette chronique, en espérant que ta femme et toi avez profité du petit cadeau que je vous ai offert pour te démontrer de la gratitude suite à l'essai. Pour plus de détails sur le programme, je vous encourage à écouter en rattrapage l'épisode numéro 53 ou de consulter le site jumelage.ca. Si vous faites une recherche et tombez sur un bénévole au moins juste à moitié autant généreux que Pierre l'a été avec moi, vous ne regretterez pas l'expérience, c'est garanti. Ceci conclut la présente chronique, j'espère que ça vous a plu. D'ici ma prochaine chronique, c'était Stéphane Levert qui vous souhaite bonne route. Les réflexions branchées de Claude Gauthier. Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire la chronique en direct de mon auto. Disons que j'avais pas fait la chronique avant parce que j'étais à la recherche un peu de sujet. Je voulais sortir du cadre où j'étais depuis le début. Puis ce qui me vient le plus à l'esprit, c'est cette semaine, j'ai vu quelqu'un qui avait exprimé le fait qu'il ne comprenait vraiment pas pourquoi au Québec c'est si difficile de faire le changement, que les gens s'achètent un véhicule électrique alors qu'on est dans la province qui produit l'hydroélectricité la plus propre et aussi la moins chère. Mais vous savez, dans n'importe quoi, dans le changement, les gens sont plutôt habitués dans leur confort. C'est difficile. C'est très difficile de sortir de cette zone de confort-là. On a des gestes qui, des fois, on fait, puis on s'aperçoit après qu'on n'aurait jamais dû faire ça, puis même quand on veut les changer, c'est très difficile de changer une habitude. Moi, je connais quelqu'un où il habitait, il avait le choix de partir d'un côté ou de l'autre. S'il partait d'un côté, il arrivait en bas de la côte, il avait de la misère à voir les véhicules qui venaient à contresens. Puis s'il partait de l'autre côté, il arrivait pas mal plus haut. Puis il s'en est rendu compte. Et il était tellement habitué à partir du même côté que ça lui est arrivé plusieurs matins que c'était juste quand il était rendu en bas de la côte qu'il s'apercevait qu'il n'avait pas parti du bon bord. Puis là, il était un peu mal pris. Donc c'est un peu les mêmes choses dans les changements. On a des habitudes. Les gens aussi, par rapport aux véhicules électriques, c'est complètement un mode différent de transport. Il y en a beaucoup, vous savez, ont la crainte de manquer de batterie au bout de quasiment 20 km. Là. Il y en a que des fois, c'est pratiquement ça qu'ils pensent.
et qu'ils ne pourront pas se recharger nulle part. Donc, on fait de l'éducation. Et ça m'amène aussi à mon deuxième sujet. C'est que moi, vous savez, je suis au Lac-Saint-Jean. Les concessionnaires, il y en a certains qui, oui, veulent avancer, mais il y en a beaucoup encore qui ont la mentalité, un peu comme on vient de dire, là, que les véhicules électriques, c'est plus ou moins bon, surtout dans notre coin. Puis, moi, je suis toujours surpris de voir le nombre de personnes qui ont des véhicules électriques qui veulent s'impliquer, qui le font bénévolement. On est chanceux depuis un certain temps, l'équipe des directeurs, on a accès à certains budgets, puis l'Équiterre a donné des budgets au centre régional d'environnement. Moi, j'ai déjà fait un événement où on a fait une journée d'essai. Et c'est très plaisant parce que j'ai leur collaboration. Ils sont capables de faire de la publicité. Il y a plein de choses qu'ils sont capables de faire que moi, avant, il fallait que je me débrouille avec les moyens du bord. Donc, c'est très plaisant, mais ça reste pareil qu'on a beaucoup de bénévoles à l'AVEC et dans d'autres organisations qui vont s'impliquer et qui ne sont pas rétribués, même que des fois, ils sont obligés de débourser de l'argent directement de leur poche pour s'impliquer. Puis en tant que tel, on fait le travail que les concessionnaires devraient faire. J'étais au Salon du véhicule électrique à Montréal et à Québec et je peux vous assurer que si ça n'avait pas été l'implication de l'AVEC pour les essais, je suis pas certain qu'il y a un concessionnaire qui se serait tapé la job pour faire essayer ces véhicules pendant une fin de semaine de temps. Premièrement, il aurait fallu qu'ils mettent du monde là puis les payer comme il faut. Puis ça aurait pris des gens qui étaient quand même assez au courant là, pour expliquer le véhicule. Mais ils n'ont même pas à le faire. Ils ont fourni les véhicules, puis c'est les bénévoles de l'AVEC qui ont fait tout ce travail-là. Et il n'y a personne qui a été payé, en tout cas par ma connaissance, là, pour avoir été là pendant un grand nombre d'heures. Donc, le changement, comment le faire? Puis aussi, pourquoi il y a des gens qui, eux autres, une fois qu'on a découvert le véhicule électrique, sont tellement emballés qu'ils veulent s'impliquer, même sans être payés. Alors sur ce, à la semaine prochaine. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Le 22 juin de 9h à 16h, c'est « Et si on roulait électrique » à Sainte-Agathe-des-Monts. Des essais routiers, kiosques d'information, on doit se préinscrire sur le site de Roulons électrique. La fête nationale à Vimont-Auteuil-Laval, c'est au parc Père-Vimont, 2880 rue Marc, avec un kiosque d'information de l'AVEC. Le défilé écologique, grand défilé de la fête nationale, le 24 juin, c'est un départ à 12h30 des Galeries d'Elmer avec un défilé de voitures électriques. Vous avez le Carrefour branché, 29 juin, de 13h à 21h à Sherbrooke, avec des essais routiers et un kiosque d'information. On doit se préinscrire sur le site de Roulons électrique. Essai de véhicules électriques au Festival Chasse-Galerie, c'est le 6 juillet 2019 de 10h à 16h à l'Épiphanie. Encore une fois, essais routiers, kiosque d'infos et préinscription sur le site de Roulons électrique. Et des essais routiers à Griscar, c'est le 6 juillet 2019 de 10h à 16h à Trois-Pistoles. Informations à venir. Ceci conclut la présente balado-diffusion. L'AVEC remercie tous les collaborateurs, particulièrement aujourd'hui Michel Picard, Stéphane Levert et Claude Gauthier pour leur participation. La reproduction et la diffusion de l'émission est permise, mais l'AVEC apprécierait en être avisé. Toutes questions concernant l'émission peuvent être envoyées à l'adresse martin@aveq.ca. Et pour les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt écrire à info@aveq.ca. Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEC, visitez plutôt le www.aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au www.aveq.ca/silence. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et vous pourrez dire, vous aussi, silence, on roule.